je suis avec Olivier Saint-Pierre, qui est ingénieur et chargé de projet à la ville de Magog. Donc, j'ai une première question pour toi. Pourquoi est-ce que l'espace Saint-Luc est contaminé? Historiquement, c'était le terrain pour les travaux publics qui était là. Okay. Ils faisaient du stockage, de leur machinerie, c'était leur garage en soi, leur pile de matériaux. Puis il y avait aussi de l'entreposage d'hydrocarbures, d'essence, diesel. C'est tous ces incidents-là qu'il y a eu pour contaminé. Puis aussi, c'est quand le garage en soi, le 520 Saint-Luc, c'est toute une juxtaposition de bâtiments. Quand on a fait le fur et à mesure des agrandissements, c'est ça. Il y avait des vieilles fournaises d'huile, ils ont tué l'huile, on ne sait pas trop, mais on sait que ça s'est ramassé sous les terres, dans le sous-sol. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut décontaminer. OK. Puis comment est-ce qu'on décontamine notre terrain? Non, c'est quand même des gros travaux, effectivement. En fait, quand on décontamine, l'espace Saint-Luc, on décontamine en 2 volets. En fait, qu'est-ce qui était accessible par excavation, on l'a excavé, simplement. On a mis ces sols-là en réserve sur une pile pour se faire une biopile pour décontaminer. Ensuite, les sols qui étaient inaccessibles, qui sont sur le bâtiment, on a fait une série de forages verticaux, horizontaux. On a fait des forages sous le bâtiment pour accéder à la contamination. Puis on a fait un traitement in situ, là, sur place, qui consiste et on enlève la phase libre, c'est l'huile de chauffage qui est en dessous. Là. Fait que on tire l'huile de chauffage qui reste. Qu'est-ce qui est mélangé dans les sols, mais là, on l'oxyde avec des produits chimiques, c'est des oxydants, pour décontaminer, pour briser les chaînes de molécules. Après ça, on envoie des bactéries puis de l'oxygène pour finir la décontamination. Fait que là, on parle de décontamination de terre, mais une eau peut aussi être contaminée. Est-ce que c'est possible de faire ça avec la biopile? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est la biopile en soi, là, c'est ça. C'est un grand morcellement de terre qu'on a amendé avec de la matière organique. Fait qu'en soi, ça fait comme un site d'enfouissement technique, là, où c'est quand tous nos vidanges s'en vont. Ouais. Fait que ça fait une production de lixivia, c'est de l'eau contaminée, justement. Mais nous, dans notre projet, puis dans les autres projets, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, c'est la traiter. On la récupère, on la traite, puis après ça, on la renvoie dans le réseau d'égout, que ce soit un deuxième traitement en soi. Fait que c'est simple, finalement. Ça paraît compliqué, mais oui, ça peut être simple, c'est très simple. OK. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Bon, moi, j'en connais des affaires, là. Je viens d'en apprendre sur la décontamination avec des bactéries, mais s'il y a une affaire que je connais pas du tout, c'est les bandes riveraines. OK? J'ai aucune idée ce que c'est. Alors, Simon, d'Arbre Évolution, est-ce que tu peux enfin me dire c'est quoi une bande riveraine? Je vais te rassurer, tu vois, c'est assez simple. Ça tombe bien d'en parler ici, d'ailleurs, près du lac Memphremagog, parce qu'on est sur le bord d'un plan d'eau. Donc, la bande riveraine au Québec, c'est quoi? La définition légale, c'est l'espace entre la ligne des hautes eaux. Donc, une rivière à son plus haut niveau. On pense notamment au printemps, à la fonte des neiges. Donc, la ligne qui est facilement observable, du moins avec quelques notions biologiques, on peut cibler où est la ligne. De là, 3 mètres. Faisons 3 mètres. Ça, c'est la bande riveraine légale en milieu agricole. Okay. Donc, les producteurs agricoles du Québec n'ont pas le droit de cultiver dans cette zone-là. Donc, on parle de 3 mètres de large. Dans différents milieux comme villégiature, milieu résidentiel, on parle de 10 mètres, voire 15 mètres de zone réglementaire entre la ligne des hautes eaux et le début de la construction de quelque chose. C'est un bon écart, quand même. C'est une bonne différence. Il y a eu un compromis qui a été fait au Québec pour les milieux agricoles pour pas leur empiéter trop sur leurs droits de propriété. Puis comme c'est des producteurs de nourriture et tout ça, ils ont un avantage, si on veut, au niveau de la réglementation. On va le dire. Un passe-droit qui est compréhensif, mais il faut absolument régler des problèmes qui découlent de l'agriculture industrielle. Parce que la bande riveraine, imaginons-nous un gros tracteur avec tout son équipement de pulvérisation d'intrants chimiques qui est à 3 mètres d'une rivière et la seule chose qui sépare l'épandage, c'est à peine 3 mètres d'herbacées, plus ou moins touffu, là, tu sais. Donc, il y a vraiment une façon d'élargir les bandes riveraines en milieu agricole et ça, c'est un des objectifs qu'on s'est donné à Arbre Évolution avec un programme qui s'appelle Carbone Riverain, où on veut vraiment passer de 3 mètres à 8 mètres. Donc, on veut rajouter 5 mètres de plus dans le champ de culture pour planter 2 rangs d'arbres alternés d'arbustes comestibles. Donc,
juste visuellement, là, projetons-nous, imaginons-nous une bande riveraine où il n'y a presque pas d'arbres, presque pas d'arbustes, que des herbacées. Et élargissons-la, mettons deux rangées d'arbres, des arbres qui vont très haut avec des arbustes là-dedans, un ensemencement de plantes mellifères aussi, comme le lotier, le trèfle. Okay. Donc, on a un tout autre écosystème. Oui. Imaginons-nous même si on fait sur les deux bords de la rivière. Donc, on est en train de créer un corridor faunique, là. Oui. On peut même penser à la macrofaune qui peut circuler d'un espace à l'autre. Donc, les bandes riveraines, c'est le dernier chemin d'accès, la dernière autoroute pour la faune dans les milieux agricoles. C'est la seule bande encore végétalisée qui peut permettre à un renard ou à une tortue genre, de franchir l'espace qu'elle a besoin. Donc, il faut les élargir. Il faut donner plus d'espace à la faune pour connecter les biomes entre eux, donc les espaces de vie. Donc, est-ce que c'est l'une des raisons de pourquoi c'est aussi important de les protéger? Puis, vite fait, comment on protège les bandes riveraines? Moi, c'est une des raisons, mais il y en a beaucoup dans les bandes riveraines. On parle d'écoservices de la nature. Dans le cas d'une bande riveraine, ils sont multipliés parce qu'on a la faune, mais on a également les eaux de ruissellement. On a la protection contre l'érosion éolienne, donc toute la perte de sol due au vent qui est perdue. On a la filtration des aérosols dans l'air aussi. On a un paquet de contrer l'érosion des rives. Donc, les effets sont multiples, surtout quand on pense que la finalité, c'est notre eau potable. Exact. Au Québec, on tire notre eau potable de nos ruisseaux, de nos rivières. Donc, il faut absolument s'assurer que la goutte d'eau qui part d'un champ, quand elle arrive au ruisseau, elle est quasiment purifiée. Donc, ça, on peut faire ça en élargissant les bandes riveraines. Maintenant, pour y arriver, il faut reconnaître que l'agriculteur y est propriétaire, il est en droit de ne pas l'élargir, la bande riveraine. Il faut respecter ça. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, avec le programme Carbone Riverain comme solution, c'est de dédommager, de récompenser l'agriculteur pour l'élargissement de sa bande riveraine et pour la perte d'espace cultivable. Et à une hauteur relativement considérable, c'est-à-dire 22 000 par hectare, ce qui est la moyenne de la valeur des terres cultivées au Québec. Et ça, on y arrive avec le marché du carbone. Voilà. Arbre Révolution, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est de connecter les agriculteurs, l'esprit d'élargir les bandes riveraines, de connecter ça avec le marché du carbone. Donc, les entreprises privées qui veulent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre peuvent choisir Carbone Riverain pour que leur contribution aboutisse à élargir des bandes riveraines chez un producteur agricole et améliorer la qualité de l'eau pour tout le monde. Voilà. Mon Dieu, que je suis contente de savoir c'est quoi une bande riveraine. Et merci à Arbre Évolution, mon Dieu, de prendre soin de nos bandes riveraines. C'est un plaisir de faire ça. Merci beaucoup, Simon, pour l'entrevue. Plaisir, Liliane. Et justement, à ce sujet, je rencontre François Fortin qui va nous en glisser un petit peu. Est-ce qu'il y a des bandes riveraines dans l'espace Saint-Luc? La réponse va être simple, donc c'est non. On ne retrouve pas de bande riveraine sur notre projet. Donc, selon la loi de la qualité de l'environnement, la loi provinciale, c'est principalement des composantes là, comme un lac, une rivière, un ruisseau, où on va retrouver cette notion de bande riveraine. Dans notre cas, en fait, on retrouve plus des infrastructures là, de drainage, donc des fossés, celui qu'on retrouve le long de la voie ferrée, ou un jardin de pluie. Donc, ces deux types d'infrastructures-là ne nécessitent pas finalement de bande riveraine. Le café est prêt.